Donc, Samira Bentourki Saïdi, bienvenue. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer brièvement les raisons qui vous ont amené à reprendre ce sujet qui a été abordé par des gens de haut niveau, mais qui ont été découragés par des réactions négatives? Eh bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la première chose en fait, qui m'a poussé à faire ce type de recherche, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, j'ai voyagé énormément. Surtout, et j'ai visité énormément de sites archéologiques un peu partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Tunisie ou en Jordanie ou Syrie ou partout ailleurs. Et donc, je me suis posé également un certain nombre de questions dès le départ. C'est comment se fait-il que les Amérindiens aient été quelque part un peu abandonnés? Ils n'ont pas reçu de messages et ils n'ont pas reçu de messagers. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas au courant d'un quelconque... Enfin, on a cru que nous n'étions pas au courant en fait, de ce qu'il y a eu comme voyage ou comme révélation. Donc, je me suis attelée à la tâche d'essayer de pister un peu l'histoire des Amérindiens et d'essayer de retrouver des traces de prophètes et messagers. À la base, c'était vraiment la première chose qui m'a poussée dans cette direction. Ensuite, après les découvertes que je faisais au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que dès le départ, il y avait la présence de la langue arabe, particulièrement en Amérique du Sud. Et donc, il y a des inscriptions Il y a des inscriptions qui ont été retrouvées sur un certain nombre d'artefacts. Et il y a même des villes entières qui ont été, on va dire, bâties et dont le peuplement était arabe, aussi bien en Amérique centrale que du Sud ou même aux États-Unis d'Amérique. Je donne à titre d'exemple celui de la ville de Iraka, qui se trouve près de Bogota et qui s'avère avoir été fondée entre autres par les Arabes avant l'islam, et qui ont laissé de nombreuses traces. D'autres villes, d'autres pays même comme le Guatemala, qui ont à la surprise générale montré une population qui était arabe, habillée à la mode arabe, qui a surpris des voyageurs aussi bien anglais qu'espagnols, français, belges, et dont ont parlé un certain nombre d'auteurs français entre autres. Ça paraît assez contradictoire avec les idées reçues concernant les Arabes, peuple du désert, donc peu attirés par la navigation, a priori. Eh bien, personnellement, j'ai moi-même longtemps cru, à force de lecture faussée par un certain nombre d'éléments qui étaient insérés dans les textes qu'on nous servait comme un peu du prêt-à-porter intellectuel, j'ai cru moi aussi que les Arabes n'avaient pas du tout le pied marin. Ben, c'est la thèse d'un grand géographe, là, je ne sais pas s'il vit encore, c'est Xavier de Plagnol, qui a créé tout un livre pour dire que les Arabes ne s'intéressaient pas à la mer. Eh bien, c'est totalement faux. Les premières, il y a eu les caravanes du désert, bien entendu, mais il y a eu également les grandes caravanes maritimes qui avaient pour navigateurs des Arabes. Les vaisseaux du désert et les vaisseaux de la mer. Exactement. Ils étaient, en fait, ils avaient le pied marin aussi bien que le pied. Alors, ces inscriptions, alors, c'est quelle écriture arabe? C'est, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Nevada, c'est l'écriture koufik qui a été retrouvée. Ah, donc très ancienne. Ça date du 1er siècle de l'Hégire. Carré ou cursive? Cursive. Oui, et donc qui a donc prouvé une présence arabo-musulmane, celle-ci, dans les États donc, de Californie et du Nevada, ainsi qu'un certain nombre d'écoles qui enseignaient des matières aussi importantes que la géographie, la navigation, les mathématiques ou la religion. Et ces découvertes, il faut le souligner, ont été faites par un certain Barry Fell, qui était professeur de Harvard aux États-Unis. Quelle période? Il l'a découvert au début des années 70. Assez récent, oui. Oui. Enfin, relativement, oui. Relativement récent. Mais il y a eu d'autres... Harvard, c'est très prestigieux, donc il a dû susciter des réactions de contestation. Il s'est fait littéralement lyncher par les médias qui ont essayé de le décrédibiliser en disant comme quoi il essayait de plaire aux religieux et particulièrement aux arabo-musulmans. Or, Barry Fell était quelqu'un... Les Arabes n'avaient pas beaucoup de pétrole à l'époque, ils n'avaient rien à convoiter, en dehors de la vérité historique. C'est plutôt la vérité historique. C'était avant le choc pétrolier ou après? C'était en 1974. Oui, donc... Mais de toutes les façons, même en dehors de Barry Fell, il y a un certain nombre d'auteurs, enfin de chercheurs indépendants d'une intégrité à toute épreuve, qui ont étudié, et certains d'ailleurs étaient également professeurs à l'université américaine de Harvard, qui ont prouvé par A plus B qu'il y a eu une présence arabe en Amérique avant Christophe Colomb, africaine, musulmane avant Christophe Colomb. Parmi eux, donc, il y a Leo Wiener qui a écrit un livre en 3 volumes composé de plusieurs centaines de pages où il a détaillé
de manière vraiment poussée le langage des Amérindiens et la présence de la langue arabe dans les différents dialectes amérindiens. Lui-même était originaire de Pologne, était polyglotte, il parlait une vingtaine de langues, dont la langue arabe et un certain nombre de langues avant africaines. Le professeur d'Harvard. Celui-ci était au début du XXe siècle. Mais il y a eu également, en même temps que Barry Fell, et un certain Cyrus Gordon, qui a écrit un livre sur l'Amérique avant Christophe Colomb, et qui, lui, a souligné donc la présence arabe de manière permanente en Amérique avant Christophe Colomb, les échanges maritimes qu'il y avait, qui étaient établis, donc, non pas de manière exceptionnelle, mais vraiment permanente, et a été découvert d'ailleurs au large du Venezuela, une épave de bateau, avec énormément de pièces de monnaie, parce que la numismatique, c'est l'un des points forts de l'archéologie, qu'elle soit sous-marine ou autre, qui prouvait une présence arabe datant de 800 ans après Jésus, alayhi salam. Et donc, oui, donc c'est du temps de Rachid à peu près. Voilà. Donc, il y a énormément de preuves, d'artefacts, de sites archéologiques qui prouvent une présence arabe. Alors, l'inscription sur la monnaie, c'est le nom de Dieu, alors. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète. Et d'ailleurs, il y a des pièces de monnaie qui ont été également retrouvées sur des sites archéologiques aux États-Unis d'Amérique. Mais ça peut être des explorateurs qui viennent, mais qui ne s'installent pas, qui repartent. Il y a eu un certain nombre de thèses. Mais les découvertes ont prouvé que certains s'installaient et d'autres repartaient et revenaient de manière assez permanente. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ces routes maritimes étaient connues des arabo-musulmans. Elles étaient connues des Arabes avant l'islam et elles ont continué à l'être à l'avènement de l'islam, sauf qu'il y a eu des informations qui ont été maintenues secrètes, dont les connaissances qu'avaient les Arabes de la boussole, qui était leur production. Et pour eux, la Terre était ronde, la sphérécité oui, pour les géographes arabes, oui. Ce qui change tout, parce que les Européens croyaient que la Terre était plate, oui. Et que s'ils s'enfonçaient dans l'Atlantique, qu'on appelait comment l'océan des ténèbres. Des ténèbres, ils risquaient de se précipiter dans le vide. Alors oui. Le fait de croire que la Terre est sphérique, ça encourage ce genre d'expédition. Mais vous savez déjà, il y a un certain nombre d'auteurs également intègres qui en ont parlé, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Au début du XVIe siècle, la majorité de la population européenne était persuadée, et ça c'était selon les dires de l'Église, que la Terre était plate et qu'en arrivant au bord, il risquait d'être précipité dans le vide. Oui, sauf Galilée qui a dû être jugé à cause de ça. Il a dit pourtant elle tourne. Pourtant elle tourne. Oui. Mais les sciences avaient été développées par les Arabes et par les musulmans. Je précise, pourquoi est-ce que je parle avant tout des Arabes? C'est pour préciser que les Arabes étaient en Amérique avant Christophe Colomb et que par la suite... C'est une science en langue arabe. Voilà, c'est une science en langue arabe et ce sont les Arabes qui ont développé un certain nombre de domaines scientifiques, dont celui de la navigation, de la géographie. D'ailleurs, les fameux instruments tels que le compas, la boussole, on entend aujourd'hui un certain nombre de soi-disant chercheurs qui prétendent que la boussole a été inventée par les Chinois et qu'elle aurait été ensuite transmise par les Arabes. Or, les Chinois eux-mêmes disent que nous avons en fait eu accès à la boussole du fait de navigateurs étrangers. Et ces navigateurs étrangers qui avaient tant de connaissances dans le domaine maritime, c'était les Arabes. Et d'ailleurs, les Arabes étaient présents aussi bien en Amérique que dans certaines îles du Japon, au sud-est du Japon. C'est pas contradictoire, puisqu'il y a un empereur chinois avait une flotte très puissante avec un amiral musulman, chinois et musulman, vers le XIIIe, XIVe siècle. Oui, début du XIVe siècle et donc début du XVe siècle. Oui. Et donc en 1421, Zhang, qui était un amiral musulman dont le père était en contact direct avec les navigateurs arabes et qui partait même faire le pèlerinage à la Mecque, était revenu avec un certain nombre de données qu'il a pu transmettre à son fils, qui n'a pas été mis à la tête de la flotte chinoise pour rien. Il l'a été du fait de son appartenance à la communauté musulmane et du fait des connaissances que possédaient les musulmans de la navigation. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un auteur anglais qui a écrit un livre en 2002 qui s'appelle 1421, lorsque les Chinois ont découvert l'Amérique, qui a essayé d'emblée d'effacer la présence arabo-musulmane en Amérique et les connaissances qu'avaient les Arabes et les musulmans de la navigation. Mais il l'a fait de manière si maladroite qu'en analysant son livre, on se rend compte qu'il essaye de jouer à un jeu qui est
plutôt malhonnête au niveau historique. Et donc les Chinois ont pu accéder au continent américain du fait des connaissances qui avaient été mises à leur disposition par les arabo-musulmans. Oui. Oui, du point de vue du savoir nautique à l'époque, on a l'exemple de Vasco da Gama qui, lui, contrairement à Christophe Colomb, reconnaît tout ce qu'il devait à Ibn Majid, qu'on appelait le Mu'allim al-Akbar. Il allait le rencontrer sur les plages là, du pays du Golfe vers Oman, où il dit qu'il a appris tout ce qu'il faut pour aller très loin dans la navigation, grâce à ce grand savant qui maîtrisait l'art et les sciences nécessaires pour la navigation. Oui, alors, dans le cas de Christophe Colomb, il y a une sorte de non-reconnaissance des droits d'auteur. Déjà, en ce qui concerne Vasco da Gama, Ibn Majid était fils et petit-fils d'amiral, qui avait écrit un certain nombre d'ouvrages sur les sciences. Le mot amiral lui-même vient de l'arabe, Amir al-Bahr. Amir al-Bahr. Oui. Et pourquoi est-ce que les Portugais ont fait appel aux Arabes pour les guider dans l'océan Indien? C'est parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de naviguer sur l'océan Indien, leurs bateaux coulaient. Et leurs bateaux coulaient également du fait de leurs voiles. Ils utilisaient des voiles qui étaient carrées. Or, les Arabes avaient inventé la fameuse voile latine, qui était donc triangulaire. Et donc, ils leur ont conseillé d'utiliser les voiles latines, c'est-à-dire triangulaires, et en même temps, ils les ont guidés dans l'océan. Et donc, à partir de là, ils ont pu accéder à des coins reculés pour eux. Les navigateurs arabes invoquaient la protection divine en récitant la sourate 18 sur l'hôtel Kaf avant d'embarquer, parce qu'il est question donc le mouvement, donc la foi en Dieu et l'assurance que ça donne a dû encourager ce genre d'aventure qui était très périlleuse à l'époque. Oui, la foi en Dieu et en même temps les sciences qui ont été mises, on va dire, à leur disposition par Dieu. Ce sont des connaissances qui ont été développées. Non, ils les ont acquises grâce à leur travail. Grâce à leur travail. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Oui, les grands savants, ils disent Ba'da tawfiq illahi. Oui. Mais après avoir mis toute l'énergie, l'intelligence, etc. C'est aqilha wa tawakkal ala Allah. Exactement. Oui. Et le premier verset à avoir été mais Ibn Majid, paraît-il, n'était pas très piétiste, parce que Vasco da Gama dit qu'il buvait avec lui, il lui offrait des alcools. Donc on pouvait être savant sans être très, très piétiste. En ce qui concerne ce point précisément, on a dit beaucoup de mal d'Ibn Majid. On a dit de lui que c'était un ivrogne. Moi, je pencherais beaucoup plus pour la thèse qui soulignerait le fait qu'on a essayé de le décrédibiliser une fois qu'on l'a utilisé pour naviguer dans les océans. Lorsque j'ai commencé à faire mes recherches dans le domaine maritime, je lisais un peu partout que les Arabes s'étaient arrêtés à la péninsule ibérique et qu'ils n'avaient pas tenté de traverser l'océan Atlantique. Donc ce n'est qu'en 1492 que Christophe Colomb, le génie de la navigation, a eu l'idée que n'ont pas eu tous les êtres humains qui ont vécu avant lui, de traverser l'océan Atlantique. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, était quelque part une insulte à l'intelligence. Et il s'est avéré qu'un certain nombre de savants, de chercheurs, d'historiens, ont découvert qu'en 1492, ce n'était nullement la découverte de l'Amérique, mais la prise de possession de ce continent qui se trouvait par-delà l'océan Atlantique. Mais pour en revenir à Christophe Colomb, il faut souligner le fait qu'il a vécu pendant plusieurs années dans le sud de l'Espagne, dans un monastère qui se trouvait à Huelva, dans la Palos de la Frontera, et où avait vécu 150 ans avant lui un moine franciscain qui avait effectué un voyage avec les Arabes du Maroc et qui avait, depuis Safi, effectué donc un séjour, enfin un voyage dans plusieurs villes des Caraïbes. Safi, c'est le port qui est au sud du Maroc, voilà. À Agadir, je crois, au nord d'Agadir. Oui. Et donc il a effectué donc ce voyage avec les Arabes et il a écrit un livre qui s'appelle Le Libro del Descubrimiento, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid. Donc j'ai pu acquérir une copie scannée de l'ouvrage et j'ai pu donc le consulter. Et il a effectivement écrit ce livre en détaillant son voyage et en citant même les noms des différentes îles qui étaient donc au-delà de l'océan des ténèbres. Et Christophe Colomb, qui avait vécu dans ce monastère, avait eu vent de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle les moines franciscains ont été ceux qui l'ont soutenu dans son voyage, mais également auprès des rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Mais cependant, au début, il s'est gardé de leur donner les véritables informations, c'est-à-dire les données matérielles qu'il possédait.
pour faire le voyage. Et donc, à chaque fois, son projet était rejeté. Et il n'a fini par être accepté qu'à partir du moment où il leur a fourni des informations, les informations qui allaient les pousser à financer son projet de voyage. Et de plus, Christophe Colomb, comme on nous l'avait répété pendant si longtemps, et d'ailleurs dans tous les manuels d'histoire, cherchait réellement à aller atteindre les Indes par une route depuis l'ouest, il aurait pris la mer depuis n'importe quel point de l'Espagne ou du Portugal, mais donc à l'ouest. Or lui, il est allé vers le sud de l'Espagne. Ensuite, il a suivi un certain parcours qui l'a mené vers les îles Canaries, pour ensuite remonter vers les îles Caraïbes. Et son journal de bord a été étudié par un certain nombre de spécialistes en la matière, particulièrement au début des années 70. Un certain John Dyson et le professeur Cuenca ont écrit un livre qui s'appelle « Le vrai voyage de Christophe Colomb ». Et dans cet ouvrage, on apprend que toutes les données qui avaient été qui avaient été fournies par Christophe Colomb au sujet de son voyage, des courants, des orages, des vents, étaient totalement faux. Et pour les spécialistes et pour tous, les vents ne peuvent pas changer, même à travers les siècles, ni les courants. Donc toutes les données qui avaient été notées, et pourtant ce sont des gens qui le soutenaient et qui considéraient l'ouvrage de Christophe Colomb comme étant un livre de chevet, se sont rendus compte que Christophe Colomb avait menti sur un certain nombre de points. Et ça, c'est une information qui a été reprise par un certain nombre de chercheurs. Et donc à partir de là, on a commencé à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que Christophe Colomb est véritablement l'auteur de la découverte de l'Amérique? Est-ce que les informations qui ont été reprises et diffusées partout sont des informations qui sont exactes, ou est-ce que c'est une falsification éhontée de l'histoire? D'ailleurs, à ce propos, Cyrus Gordon dit « À chaque période de l'histoire, il y a toujours de nombreux faits bien connus qui sont systématiquement passés sous silence afin qu'on cesse d'en parler. » C'est-à-dire que la présence des arabo-musulmans en Amérique, avant Christophe Colomb, était connue. Elle était connue pendant des siècles. Mais on a fini par considérer cela comme étant un point apocryphe, à cacher, et on a cessé d'en parler.